Le 3 février, une fois les réserves reconstituées, nous laissons Tahiti s'éloigner avec de nouveau les Marquises comme destination. M. Sicurani, gouverneur de la Polynésie française, nous accompagne pour une tournée en préparation d'élections qui doivent avoir lieu prochainement. C'est à Nuku'iva, en baie de Taiohae, que le 5 février 1967, à 8 heures, débute notre mission. Nous y resterons jusqu'au lendemain à 12 heures, de quoi compléter nos connaissances du lieu, faire quelques achats et profiter de la plage en se protégeant des terribles nodos. Le 6 février 1967, de l'après-midi au soir à 22h30, nous mouillons à Uahuka, où pour une si courte escale, bien peu d'entre nous sortent sur cette île d'aspect aride. Le 7 février 1967, au matin, nous sommes à Ivaoa, non loin d'un rivage tourmenté où falaises et pointes rocheuses semblent interdire tout accostage. Pourtant, se détachant de cette côte inhospitalière, nous observons un petit groupe de pirogues qui, après un parcours périlleux pour de telles embarcations, ne tardent pas à entourer le Doudar de l'Agré. Elles sont ornées de fleurs et leurs piroguiers, coiffés de couronnes tressées, ont revêtu le paréo coloré des fêtes. Manifestement, les habitants de cet endroit perdu sont ici pour accueillir le gouverneur, dans la plus pure tradition polynésienne. Notre passager de marque ne tarde pas à prendre place à bord du LCPS. Les brigadiers avant et arrière, tous de blanc vêtus, ont maté leur gaffe. L'embarcation, escortée par le comité d'accueil, se dirige maintenant vers la terre et ce curieux et lent cortège est très photographié. Des rotations sont ensuite organisées pour déposer les permissionnaires et je fais partie de la première. Rien n'est aménagé ici pour le débarquement. Un rocher plat au flanc plongeant comme celui d'un quai est utilisé pour l'accostage. L'endroit est limité en distance sur l'avant par la présence d'un brisant duquel nous sommes alternativement rapprochés ou éloignés de plusieurs mètres par la longue houle du large. Le quartier-maître de rond, surnommé Petit Bosco, doit compenser ce mouvement par de savantes manœuvres combinant coups de barre vigoureux et inversion rapide du moteur qui, sollicité dans toute sa puissance, couvre par ses rugissements le bruit des vagues. L'embarcation, mal protégée par les défenses que le mouvement de haut en bas rejette sur le plat-bord, heurte le basalte dégoulinant dans un craquement inquiétant. Le débarquement est long, tant il faut, dans ces conditions, attendre un moment propice pour oser sauter à terre. J'observe mes courageux prédécesseurs, non sans imaginer les conséquences d'une chute entre la coque et le rocher. Mon tour étant venu, c'est sans crainte et d'instinct que je réalise les bons gestes au bon moment, pour me retrouver les deux pieds encore mal assurés et trempés sur ce quai de fortune. Une promenade au milieu de cette si belle nature qui recouvre les îles de l'archipel fait suite à la traversée d'une minuscule agglomération dont les habitants ont suivi le gouverneur au village voisin. Notre chemin nous conduit au sommet d'une falaise d'où nous avons la chance de découvrir, nageant entre deux eaux, un groupe important de grandes raies, sans doute des raimentas. Cette escale dans un lieu presque entièrement déserté, n'offrant plus aucune autre possibilité de distraction, nous décidons de prendre la prochaine barcasse et le retour à bord est tout aussi acrobatique que notre arrivée. Notre patron d'embarcation a révélé dans cette occasion, comme tout au long de la journée, un réel savoir-faire en matière de pilotage. Le 7 février 1967, à 22 heures, nous quittons Ivaoa pour Omoa, sur l'île de Fatu'iva, où nous ne séjournerons que durant la matinée du 8 février 1967. C'est une grande frustration, car je ne verrai ma marquise préférée que depuis l'abri de navigation. Le même jour, à midi, nous repartons pour une nouvelle destination, Tauata,
que nous atteindrons l'après-midi du 8 février 1967. Ici aussi, nous devons nous contenter de quelques pas à terre avant de lever l'ancre à 22 heures pour la dernière escale de ce marathon. En début de matinée, ce 9 février 1967, le temps est complètement bouché. Sur l'horizon, le ciel et l'eau se confondent dans un gris uniforme et l'île d'Oahu, devant Aka'ahu, ne dévoile sa présence que par la frange écumante des déferlantes qui s'écrasent sur la plage, ou, plus haut, par l'une de ces si caractéristiques aiguilles rocheuses, échappées de l'emprise d'épais nuages noirs qui masquent le relief. Nous débarquons, comme il était prévu, notre passager, puis, le mouillage ici étant si peu sûr, il est abandonné. Nous en trouvons un autre, à Akamai, sous le vent de l'île. L'après-midi se termine ainsi que notre périple marquisien qui, tout au long de ces 7 jours, nous a conduits depuis Papeete vers les 6 principales îles de l'archipel du Tiki. Après-demain, nous retrouverons notre quai à Tahiti. 12 février 1967, nous sommes à Papeete. Depuis le début de cette année, nous n'avons pas chômé. Les jours de navigation en veille par tiers ont été plus nombreux que ceux passés en escale. Tout le monde est bien fatigué, alors même si notre séjour à Tahiti est voué aux travaux de remise en état du bâtiment, la perspective de pouvoir dormir quelques nuits complètes est réconfortante. Le 14 février 1967, nous rejoignons au large de la Grande Île le pétrolier ravitailleur d'escadre Isère, avec lequel un entraînement est prévu. Au cours de nos longues missions d'observation météo, jamais inférieures en durée à 3 semaines, il est nécessaire de ravitailler en carburant et accessoirement en vivres. L'Isère est à même de nous apporter l'un et l'autre très loin de notre base. Le transfert en mer, pratiqué par des équipes bien rodées sur les ravitailleurs, nécessite un entraînement régulier de la part des équipages des bâtiments à ravitailler. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, après les saluts d'usage, nous suivons presque dans son sillage le pétrolier Isère en préparation d'un ravitaillement en flèche, au cours duquel il déversera dans nos caisses à gasoil de quoi faire tourner nos moteurs. Un long filin souple, amarré en son extrémité libre à une bouée de couleur vive, est dévidé sur l'arrière du pétrolier. Le doudard de l'agré approche alors son étrave de ce repère, le mettant à portée de l'équipe de manœuvre de la plage avant, qui ne tarde pas à se saisir du traînard. Le premier brin, une fois hissé à bord, est ensuite tourné sur treuil, entraînant un second brin plus solide au bout duquel arrive la manche de ravitaillement, un gros tuyau de caoutchouc. L'extrémité de la manche, solidement saisie, est ensuite boulonnée à bord sur le poste de ravitaillement. Le carburant sous pression peut maintenant parvenir jusqu'au compartiment aménagé pour son stockage, ce que nous appelons les caisses. Durant toute l'opération, les 2 bâtiments se doivent de conserver, avec autant de rigueur que possible, un cap et une vitesse identiques. Les glissements inévitables en allure et les écarts de route sont corrigés par le bateau ravitaillé, seul responsable du bon alignement avec le ravitailleur. Le pompage terminé, une chasse d'air purge la manche du gasoil qu'il renferme encore. Elle est ensuite débranchée, puis son extrémité hermétiquement fermée, elle est larguée, rejetée à la mer, pour ensuite être remontée à bord du pétrolier. Le doudard de l'agré, une fois libre de toute entrave, se porte à la hauteur de l'Isère, pour quelques instants de navigation bord à bord, juste le temps d'échanger des saluts claironnés d'aileron à aileron, puis, par un franc coup de barre, il s'éloigne rapidement de sa nurse, impatient de retrouver ce soir sa belle île d'affectation. Nous sommes le 20 février 1967. Après ce court répit d'une semaine, nous reprenons du service aux ordres du contre-amiral Guyon
embarqué cette fois pour une mission dans les îles Tubuai. Du 21 février 1967, de 9h30 à 23h, nous redécouvrons Raivavae, puis Tubuai du 22 février 1967 à 9h, au lendemain à 20h. Ces îles volcaniques au relief peu élevé sont ceinturées de corail en barrière, créant des lagons aux eaux claires et poissonneuses. Le climat y est généralement plus frais qu'à Tahiti, ce qui n'est pas désagréable. Les habitants, bien qu'accueillants, me semblent plus réservés que ceux des îles de la Société. La végétation m'apparaît aussi assez différente de celle des archipels du Nord. Je vois moins de cocotiers et plus d'autres espèces végétales. Ces 2 jours de détente sont consacrés à la baignade, la promenade et finissent par l'incontournable séance de cinéma. Du 24 février 1967 à 8h au 25 février 1967 à minuit, nous séjournons à Rimatara, la plus petite et la moins élevée des îles australes, exception faite de l'atoll de Maria, à l'extrémité nord-est de l'archipel. Rurutu, du 25 février 1967 à 8h au 26 février 1967 à 22h, est la dernière escale de cette mission aux allures de vacances. L'île sans lagon, ou presque, n'est le plus souvent accessible que par un court platier, balayé par les vagues, roulant jusque sur les plages ou s'écrasant sur la muraille des falaises. Le sud de l'île a la réputation d'être plus accueillant, mais je n'aurai pas le temps de vérifier. À mon grand regret, je ne verrai pas non plus les grottes à l'intérieur des terres. Nous sommes le 27 février 1967. Nous longeons la côte ouest de la grande île de Tahiti pour bientôt rejoindre notre quai à Whareute. Tous les commandants d'unités sont réputés être en mesure de faire entrer au port d'attache et sans pilote leurs bâtiments. Quand les conditions météorologiques sont bonnes, certains parviennent à placer leurs navires à quai en quelques manœuvres sans faire appel à la batellerie, néanmoins toujours proche et prête à intervenir si nécessaire. Le Doudar de Lagrée, son pacha et son équipage bien entraînés, offrent aussi régulièrement, avant l'amarrage, le spectacle d'une mise à l'eau acrobatique de ces 2 embarcations. Ce sont des temps forts, très observés, tant à bord que depuis les quais, par des spécialistes souvent critiques. Aujourd'hui, après l'appel du clairon au poste de manœuvre générale, et peu avant le franchissement des passes, les détecteurs terminent la mise en biture, c'est-à-dire en zigzag, des haussières, c'est-à-dire des cordages, des amarres, sur le pont bâbord. Les lances-amarres sont déjà en attente, levées, puis dédoublées, posées sur le sol. La coupée, munie de ses filières garde-corps, est parée pour une mise en place rapide. Les machines sont stoppées au-delà de la jetée, et après un virement à bâbord, nous filons quelques nœuds sur notre aire, c'est-à-dire sur notre élan, longeant le front de mer qui défile à tribord. À cet instant, les 2 bossoirs, supportant nos embarcations, sont brassés vers l'extérieur. Les brigadiers avant et arrière préparent la descente en déverrouillant les 2 câbles par lesquels sont suspendues les barcasses, puis, sans attendre, les LCPS et leurs armements glissent le long de la coque jusqu'au contact de l'eau. Les moteurs sont alors mis en marche et rugissent dès que les hélices sont immergées. Les derniers liens avec le Doudar de Lagrée sont alors largués et nos embarcations, libérées, ne tardent plus à s'écarter du bord pour rejoindre la terre. Toujours sur notre aire, c'est-à-dire sur notre vitesse, sur notre élan, et encadrés par la batellerie, nous amorçons un quart de tour sur bâbord afin de présenter notre arrière au quai de l'unité marine. Les machines battent déjà l'une en arrière, l'autre en avant, établies dans un savant différentiel qui, avec quelques corrections de barres, doit nous permettre de glisser le long du ponton monté en épi que nous allons partager avec un autre aviso. Sans un souffle de vent, cette manœuvre si souvent répétée n'est aujourd'hui qu'une simple formalité pour le pacha. À hauteur de notre voisin, un garde-à-vous bâbord est claironné depuis l'aileron de passerelle.
Notre chef de division, qui s'est octroyé le côté avec vue sur la ville, répond à ce salut par le même moyen. Les personnels à l'extérieur suspendent alors toute activité et s'alignent en vis-à-vis d'un bord et de l'autre du ponton. À la berloque, c'est-à-dire à la fin du garde à vous, nous reprenons nos manœuvres. Les haussières, une fois passées et tournées, il nous reste à mettre en place la coupée qui, comme d'habitude, sera franchie en premier par notre chienne Zazie, impatiente de retrouver son copain Rex, la mascotte du chef de division. Au rompre du poste de manœuvre, le bâtiment est dessalé et briqué au cours d'un poste de propreté, mené tambour battant car nous savons tous qu'il sera suivi d'un appel et d'une mise à terre des permissionnaires. Un séjour à quai de près d'un mois nous est accordé afin de réaliser un bon entretien du bâtiment et de nous préparer aux prochaines missions météorologiques de la campagne de tir 1967. Le 27 mars 1967, équipage, Corgélien du Doudard de Lagrée, après une sérieuse remise en état, reprennent la mer pour un séjour au poste d'observation météorologique numéro 1 par 21 degrés sud et 130 degrés ouest. Le transit de près de 2 jours nécessaire pour atteindre cette zone de mission au nord-est de Mururoa est consacré à la réacquisition des automatismes indispensables au bon déroulement des travaux à réaliser dans des conditions spécifiques aux campagnes d'essais atomiques. Sur place, la routine des missions sans tir s'installe. L'écart s'effectue par tiers dédoublé, renforcé ponctuellement par le personnel nécessaire à l'exécution régulière des sondages aérologiques. Nous devons constater par nos observations et celles des autres stations en mer ou à terre, nous devons constater l'établissement durable en altitude des vents favorables à de nouveaux tirs dans l'atmosphère. Les journées par beau temps sont en dehors des périodes de veille consacrées au grattage et au chromatage des points de rouille qui réapparaissent si vite en milieu salin. Ces jours de calme permettent aussi l'arrêt des moteurs entre deux lâchers de ballons. Il suffira ensuite de peu de temps pour compenser la dérive et rejoindre le point de largage. Le gain en carburant ainsi obtenu peut éviter un ravitaillement ou, si nécessaire, augmenter la durée de la mission. Nous avons droit aussi à des baignades le long du bord, sous la surveillance d'un gradé qui, armé d'un fusil, en ordre de marche, a pour mission d'éloigner les requins qui ne tardent jamais à montrer leur inquiétante silhouette sombre filant entre deux eaux. Notre ange gardien, posté à bord ou sur une embarcation, est prêt à utiliser son arme si une attaque avait lieu. Plus impressionnant, pour moi, ce sont moins les requins qui nous entourent que les 2000 mètres qui me séparent du fond de l'océan. Du reste, c'est curieux, les requins ne se sont-ils pas joints à nous seulement pour assister au match de water-polo qui vient de s'improviser le long de la coque? Bien sûr que si. Nos journées s'écoulent ainsi, paisibles, parfois longues, ennuyeuses, fades, à peine relevées en soirée par la projection sur la plage arrière d'un film trop souvent visionné. Au central opération, le quart entre deux sondages est vide ou presque de toute activité. Le radar de navigation V31 est en fonction et utilisé essentiellement en passerelle, alors que le V22 est stoppé ou en attente, car si loin de toute ligne aérienne, à quoi servirait-il? Le V50 illumine surtout les écrans du central opération pour une veille combinée. La nuit, nous n'avons d'autre objectif que de lutter contre le sommeil, bien difficile à écarter. Devant nos écrans vides, le faisceau lumineux en rotation ne fait apparaître que du retour de mer provoqué par les vagues et parfois aussi des anges, ces échos rapides et furtifs attribués sans certitude aux turbulences atmosphériques. Dans ces conditions, les sondages sont les bienvenus, tant cette activité compresse le temps.
Vers le milieu de cette mission, un Neptune de l'aéronavale nous a largué du courrier en mer. Cet événement très attendu m'a procuré une dizaine de lettres et des diapositives, hélas imprégnées de l'eau de mer, qui a réussi à se frayer un chemin à l'intérieur du conteneur dit étanche. C'est une grande perte. Les bonnes nouvelles me font néanmoins oublier mon ressentiment à l'encontre du facteur. Le 19 avril 1967, un ultime sondage vient d'être réalisé et sans tarder nous quittons le poste numéro 1. Si tout se passe bien et en y mettant la puissance nécessaire, demain nous pouvons être à Papeete. Le 20 avril 1967, nous atterrissons au V-22 sur Meesia et enfin sur les sommets de Tahiti. Les passes devant Fa'a une fois franchies, nous retrouvons au fond du port notre appontement. À nouveau, le doudard de l'agré est bichonné. Au cours d'une longue période d'entretien durant laquelle il repasse sur le dock flottant et se voit rééquipé des matériels de prélèvement et de mesure indispensables pour assurer ses missions d'observation radiologique à venir. Enfin, nous subirons sans mauvaise surprise l'inspection générale annuelle de l'amiral juste avant de reprendre du service. Le 14 mai 1967, c'est l'appareillage vers les sites en mission de courte durée. Durant le transit, le 15 mai 1967, nous réalisons un exercice de remorquage avec l'aviso-escorteur enseigne de vaisseau Henri, lui aussi acteur du dispositif de surveillance et d'observation de la campagne des expérimentations 1967. Du 16 mai 1967 à 11h au 17 mai à 4h30, nous mouillons dans le lagon de Mururoa où la présence en nombre inhabituel de bateaux révèle l'imminence des essais. Après une courte sortie de surveillance au-delà de la barrière de corail, nous reprenons un poste en face des installations portuaires à 19h45. Nous le quittons à 17h le 18 mai 1967 pour un séjour à Tahiti du 20 mai 1967 à 6h au 24 mai à 21h. Cette date marque le début de la mission en campagne de tir qui nous a été confiée. Nous partons prendre nos fonctions au poste numéro 1, sous le vent des explosions, à l'ombre de la Plume, à l'extrémité nord-est du bouchon de Champagne. Le 27 mai 1967, le pétrolier ravitailleur d'escadre Isère nous ravitaille en carburant, en mer, non loin de chez nous. Le travail ne manque pas en période de J-X, surtout quand X est égal ou inférieur à 1. Comme l'année dernière, avec l'expérience en plus, nous exécutons minutieusement les diverses tâches pour lesquelles nous avons été formés et entraînés, sans ménager notre peine, sans broncher, et avec, pour ma part, la fierté d'appartenir même comme acteur de second rang à cette impressionnante et complexe organisation autour des essais atomiques français dans le Pacifique. Le 1er juin 1967, en matinée, nous sommes informés de la réussite du tir Altaïr. À nous maintenant de vérifier en surface la présence ou l'absence de radioactivité aux abords de la Plume, peut-être aussi dessous. Ce travail accompli, alors que tous les autres piquets météorologiques ont quitté leur poste, nous pouvons nous aussi rejoindre un poste d'attente sur l'un des sites. À 7h15, le 8 juin 1967, nous mouillons dans le lagon de la base avancée de Hao. Le 9 juin 1967, nous avons droit pour la journée au quai situé en zone aéroportuaire, puis, cédant notre place le 10 juin au matin, nous retrouvons le milieu du lagon avant de reprendre vers 13h la route du poste numéro 1. Bien que bref, ce séjour m'a permis de découvrir de l'extérieur ce lieu très protégé par la Légion étrangère,
où sont entreposés en transit les éléments de bombe, acheminés depuis la métropole vers les pas de tir de Mururoa et Fangatofa. Ao dispose d'infrastructures conséquentes, dont une longue piste d'aviation capable d'accueillir de gros porteurs de la taille d'un avion de ligne. Des Neptunes P2H de surveillance maritime ainsi que des bombardiers biréacteurs Vautour stationnent aussi ici. La zone vie, située au cœur de la végétation, semble bien équipée et confortable. Une plage de corail concassé est en cours d'aménagement sur le lagon. Bien qu'interdite lors de notre passage, nous nous y sommes baignés l'après-midi du 9 juin. L'eau y est chaude et cristalline. Le sable finement broyé ne recèle aucun danger, pas de poisson-pierre, ni de corail coupant à redouter ici. Le foyer, accueillant et bien approvisionné, abrite une salle de cinéma réunissant presque chaque soir devant un grand écran les résidents de la base, ceux du village polynésien et les gens de passage comme nous pour la projection de films récents. Notre veille au point le plus à l'est du dispositif se poursuit. Tous les senseurs sont exploités et nous détectons quelques vols militaires au V-22. Les relevés au PC-RADEF s'effectuent de manière permanente, l'activité tant à bord que sur la zone semble plus importante depuis l'explosion d'Altaïr. La seconde expérimentation se fait attendre. Les journées à J-1 s'accumulent au rythme des reports imposés essentiellement par des vents capricieux en altitude. Comme les prévisions météorologiques sur les quelques jours à venir ne laissent que peu d'espoir de trouver une opportunité de tir, nous sommes dirigés vers les îles Gambier où nous trouverons certainement des vivres frais, les vivres frais qui nous manquent. Le 21 juin 1967 à 8 heures, le Doudard de Lagrée est à l'ancre près de la petite île inhabitée qui, déjà par le passé, a accueilli sur son beau rivage l'équipage fatigué du fier vaisseau. Cette relâche est un bonheur, un remède contre la fatigue et la morosité. Je passe une matinée sans contrainte sur cette plage que j'idéalise depuis sa découverte l'année dernière. De retour à bord, en début d'après-midi, je parcours avidement le courrier fraîchement tombé du ciel et, dernière satisfaction, il y a fort à parier que, pour le repas du soir, nous trouverons dans notre plateau les crudités achetées aujourd'hui à Mangareva par le commis.